La Chambre et le gouverneur, 1791-1840. Nous allons étudier ce soir une période de 50 ans de crise constitutionnelle. Cette époque est marquée par la flamboyante personnalité de Louis-Joseph Papineau. Et elle va se terminer par les troubles de 1837, l'espèce de mini-guerre civile qui va amener les Anglais à écraser assez rapidement le Parti patriote. Il y a une leçon politique importante à tirer des événements de 37-38. Cette leçon, c'est que les Canadiens français vont à ce moment-là tester les limites de l'autonomie politique que l'Empire britannique pouvait leur concéder. Parlons d'abord des institutions de 1791. En 1791, l'Angleterre donne une nouvelle constitution au Canada, qu'on appelle dans les livres d'histoire tout simplement la Constitution de 1791. Elle n'abolissait pas l'Acte de Québec de 1774. Donc, les droits qui avaient été accordés aux Canadiens français par l'Acte de Québec, notamment le droit civil français et le libre exercice de la religion catholique, restaient en vigueur. Donc, cette Constitution venait compléter une chose qui n'avait pas été accordée en 1774, mais qu'on avait promis, c'est-à-dire on avait promis d'accorder au Bas-Canada une chambre d'assemblée sur le modèle des assemblées coloniales qu'il y avait dans l'Amérique anglaise d'avant l'indépendance des États-Unis. Déjà en 1758, l'Angleterre avait donné une chambre d'assemblée à la Nouvelle-Écosse, en 1787 au Nouveau-Brunswick, et en 1791, elle l'accordera au Bas-Canada et au Haut-Canada. Remarquez que la province de Québec est alors divisée en deux provinces. Le Haut-Canada, qui est l'actuel Ontario, et le Bas-Canada, qui est l'actuel Québec. Cette division va avoir des conséquences importantes parce qu'elle va permettre aux Canadiens de maintenir leur supériorité numérique pendant un temps beaucoup plus considérable. Nous aurions été déjà en minorité dans les années 1820-1830 si les deux Canada avaient été unis. Alors, si toutes les provinces britanniques d'Amérique du Nord avaient été unies, cette division va nous donner un avantage pendant un certain temps. À ce moment-là, nos ancêtres ont cru que c'était une grande victoire. Comme il y avait une chambre d'assemblée où les Canadiens étaient en majorité, certains disaient, l'Empire britannique reconnaît l'existence d'un État français autonome, en autant que celui-ci reste sous la couronne britannique. Mais en réalité, ce n'était pas ça. L'expérience politique va montrer que même si les Canadiens constituaient une majorité démographique, ils devaient nécessairement rester une minorité politique. Voici quels sont les grands traits de la Constitution de 1791. D'abord, on accorde une chambre basse, une chambre d'assemblée, une chambre de députés élue par la population. Il y a également une deuxième assemblée, le Conseil législatif, qui, lui, les conseillers législatifs étaient nommés par le gouverneur. Donc, en général, ça va être des Anglais ou des Canadiens français très sympathiques au gouverneur, qui étaient d'ailleurs traités de traîtres par le Parti patriote. Et finalement, au-dessus de tout ça, il y avait le gouverneur, nommé directement par Londres, et qui exerçait le pouvoir exécutif. Alors, on peut voir que l'Angleterre donnait au Bas-Canada une constitution sur le modèle de ce qui existait en Angleterre. Notre chambre d'assemblée, c'est comme la Chambre des communes. Notre conseil législatif, c'est comme la Chambre des Lords en Angleterre. Et notre gouverneur exerce les fonctions du roi britannique. C'est donc un régime parlementaire, mais un régime parlementaire sans responsabilité ministérielle. Alors, je vous explique immédiatement ce que signifie l'expression responsabilité ministérielle. C'est une des choses dont les jeunes élèves ont les plus grandes difficultés à comprendre. Et même à l'université, il y en a qui n'arrivent pas à comprendre le sens de cette expression. J'ai hâte de voir, vous, avec quelle vitesse vous allez décrocher. Alors, la responsabilité ministérielle, ça veut dire que les ministres, les principaux responsables de l'administration publique sont responsables devant la Chambre d'Assemblée et non pas uniquement devant le roi ou devant son représentant, le gouverneur. En pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire que les ministres, au lieu d'être nommés par le gouverneur, sont nommés par la Chambre d'Assemblée.
Actuellement, au Canada, nous vivons sous un régime de responsabilité ministérielle. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il en est ainsi. En fait, c'est que le premier ministre est élu, si on peut dire, il est choisi par le Parlement, par la Chambre des communes. Donc, à toute fin pratique, l'homme politique qui peut avoir la majorité des députés en sa faveur au Parlement est premier ministre. Ensuite, le premier ministre choisit les autres ministres. Mais à l'époque où on se parle, à l'époque dont on parle, en 1791, ce n'était pas comme ça. C'était le gouverneur qui nommait les ministres. Et en même temps, si vous nommez les ministres, bien là, tous les autres fonctionnaires aussi sont nommés par la même autorité. Donc, c'est finalement toute l'administration publique. Donc, c'est ça qui va être le principal enjeu de la lutte, la responsabilité ministérielle. L'administration publique va-t-elle être contrôlée par un gouverneur anglais nommé par Londres ou par une chambre d'assemblée majoritairement canadienne-française? Pourquoi l'Angleterre a-t-elle donné une telle constitution au Bas-Canada, une constitution qui à première vue semble très favorable aux Canadiens français qui forment la majorité et plutôt défavorable à la minorité anglaise? C'est qu'en fait, l'Angleterre ne voulait pas qu'il se passe dans les provinces britanniques qui restaient la même chose qui s'était passé en Amérique en 1776. On trouvait que les assemblées coloniales américaines avaient été trop libres, trop fortes, trop indépendantes, et que c'était ça qui avait mené à la séparation des colonies américaines d'avec l'Angleterre. Alors donc, on est bien prêt à accorder une chambre d'assemblée, mais à condition qu'elle ne soit pas trop forte. On espérait que le gouverneur puisse facilement contrôler la chambre d'assemblée grâce au contrôle de la plus grande partie du budget, grâce au fait qu'il pouvait nommer les conseillers législatifs, et on espérait aussi que le gouverneur puisse faire élire des hommes à lui dans la plupart des comtés de la chambre basse. Pourquoi espérait-on ça? C'est qu'en fait, c'est comme ça que ça marchait en Angleterre à la fin du 18e siècle. L'Angleterre de la fin du 18e siècle est une monarchie parlementaire, mais l'aspect monarchique était beaucoup plus fort que l'aspect parlementaire. En réalité, la cour, le roi, réussissait à contrôler les deux chambres qui formaient le Parlement en faisant élire des gens qui étaient plus ou moins à sa solde. Dans la première moitié du 18e siècle, le Parlement avait été plus fort que le roi, mais à la fin du 18e, il y avait eu un retour en force de l'autorité royale, et à ce moment-là, le roi était plus fort que le Parlement. Alors donc, on transposait ce modèle-là au Canada, tout simplement. Alors c'est normal, une puissance coloniale transpose toujours dans ses colonies ses propres institutions. Parce que la puissance coloniale est imbue d'elle-même et elle est persuadée que ce qui est bon pour la mère patrie est nécessairement bon pour les coloniaux. Mais le problème qu'il y avait, c'est qu'en Angleterre, le suffrage était réservé à une très petite minorité. Pour avoir le droit de vote en Angleterre, il fallait vraiment être un grand propriétaire terrien. Donc, finalement, les grandes familles nobles, les landlords britanniques, cette aristocratie, réussissaient à contrôler le système parlementaire, en apparence démocratique. Mais ici, on n'avait pas cette classe de grands propriétaires terriens. De telle sorte qu'on va abaisser considérablement le sens électoral, c'est-à-dire la quantité de richesse qui était nécessaire pour avoir le droit de vote, de telle sorte qu'à toute fin pratique, à peu près tout le monde avait le droit de vote dans le Bas-Canada. Donc, transposer des institutions aristocratiques dans une société qui est socio-économiquement plus égalitaire, ça fonctionne mal. Et il va y avoir une crise politique qui va en découler. Sur le plan constitutionnel, la question qui se posait était assez simple. Cette chambre basse, cette assemblée des députés, était-elle comme la Chambre des communes en Angleterre? Est-ce que c'était une assemblée souveraine ou c'était simplement l'équivalent d'un conseil municipal? Donc, les patriotes vont vouloir faire reconnaître que leur assemblée a les mêmes droits constitutionnels que la Chambre des communes britannique. Le gouverneur disait non, non, vous êtes simplement une assemblée coloniale, vous devez être sous l'autorité directe du gouverneur.
D'ailleurs, le même débat constitutionnel s'était posé dans les colonies américaines. Avant 1776, c'était la même chose. Les assemblées coloniales des 13 États, des 13 futurs États américains, prétendaient qu'ils avaient les mêmes droits, les mêmes prérogatives constitutionnelles que la Chambre des communes en Angleterre, ce que Londres ne voulait pas admettre. Ça s'est réglé dans une guerre civile et par l'indépendance des États-Unis. Donc ça, c'est le problème constitutionnel. Mais le problème constitutionnel serait resté un simple problème de juriste s'il ne s'était pas appuyé sur un conflit social et un conflit national plus considérable. En fait, la crise qui va mener aux révolutions de 1837-38 est une crise très complexe. Il y a vraiment un affrontement de différents groupes. C'est trop simple de présenter ça comme étant, d'une part, les Canadiens français, les bons Canadiens français patriotes, et d'autre part, les méchants Anglais. Alors là, la majorité de 90% d'un côté, la minorité dominante de 10% de l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a d'abord un aspect véritablement idéologique. C'est le conflit de la démocratie contre la monarchie. D'un autre côté, il y a un aspect de conflit de la colonie par rapport à la métropole. Et là, les coloniaux peuvent être anglais ou français, peu importe, ils sont contre la métropole. Il y a bien sûr, c'est évident, le conflit national entre les Canadiens et les Anglais. J'emploie ici le mot canadien au sens qu'il avait à cette époque, c'est-à-dire au sens de Canadiens français ou de Québécois francophones, comme on dit aujourd'hui. Mais il y avait aussi un conflit social. C'était les commerçants contre l'oligarchie, ceux qui entouraient le gouverneur et qui, par des avantages politiques, pouvaient avoir un peu tous les postes. On appelait ça la clique du château, ceux qui étaient autour du château Saint-Louis où résidait le gouverneur à Québec. Alors les marchands qui étaient contre la clique du château étaient très souvent des marchands anglais. Ainsi, les marchands anglais de Montréal pouvaient être contre les fonctionnaires anglais de Québec. Il y a également un conflit de la campagne contre la ville. Les villes, à ce moment-là, il y en a deux, hein, c'est Québec et Montréal, puis en fait, le mot ville est un grand mot, et les deux sont majoritairement anglaises. Les campagnes sont majoritairement françaises. Alors, on pense que c'est un conflit entre anglais et français, mais ça peut aussi, en fait, recouvrir un conflit entre la ville et la campagne. Et il y a même également, entre les deux villes, entre Québec et Montréal, un conflit net. Montréal va être du bord des patriotes, alors que Québec va être loyaliste du bord du gouverneur. Chose certaine, il n'y a pas un fondement économique à la crise politique dont nous allons parler, malgré ce qu'a prétendu l'historien Fernand Ouellette. Fernand Ouellette veut expliquer la crise politique de 37-38 par une quelconque crise économique qui aurait eu lieu dans les années 1830. Alors on peut voir là un vieux résidu de pensée marxiste. Enfin, qui est vieux moi-même aujourd'hui, mais qui n'était pas si vieux que ça au moment où Ouellette écrivait ses livres, là, dans les années 50. Mais chose certaine, il y a là une espèce de présupposé marxiste basé sur le primat de l'économique. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, les historiens de l'économie ont démontré que dans les années 1830, il n'y a pas de crise, il y a de la prospérité. Alors, il y a une leçon historique à retenir, c'est que les révolutions se font rarement en période de crise économique, mais toujours en période de prospérité. En 1789, en France, c'était la plus grande prospérité. Malgré les prétentions des historiens marxistes, c'est le contraire de ce qu'ils affirment généralement. Alors voyons maintenant comment cette crise s'est déroulée. En 1792, il y a les premières élections. Ici, il y a 50 comtés. Les Canadiens vont gagner 35 sièges, les Anglais 15. Pendant toute la période, ça va être à peu près ça, cette division-là, 35-15. Les Anglais étaient un peu surreprésentés par rapport à leur nombre, parce qu'il y avait un peu plus de comtés dans les villes et là où ils étaient majoritaires. Il faut dire que les élections de 1792 n'avaient pas intéressé grand monde. Hein? Il y avait beaucoup de comtés, on avait élu des Anglais parce qu'aucun Canadien s'était présenté. La plupart des candidats avaient été élus à l'unanimité, c'est-à-dire sans adversaire. Les élections, le Parlement, c'était tellement contraire à nos traditions françaises que ça va quand même prendre un certain temps avant qu'on s'y habitue et qu'on s'y intéresse. Mais ça va se faire et ça va avoir une conséquence sociale importante,
c'est que maintenant, ce n'est plus le seigneur qui va être le personnage dominant de la société canadienne-française, le fameux seigneur qu'on avait déjà au temps de la Nouvelle-France. Maintenant, ça va être l'avocat. Alors, habituellement, quand les avocats prennent une grande place dans la société, c'est rarement un progrès. Mais ça va être ainsi. L'avocat, le politicien, va devenir la nouvelle élite sociale du Canada français. En 1792, on assiste dès la première réunion des députés à un débat à savoir qui va être l'orateur de la Chambre, le speaker, comme on dit en anglais, en fait le président de la Chambre, comme on dit maintenant. Alors les Anglais avaient leur candidat, les Français avaient le leur, c'est Jean-Antoine Panet qui va être élu. Déjà, on voit un premier clivage ethnique qui commence à se dessiner à la Chambre. Le deuxième débat était un peu plus chaud. C'était à savoir si on avait le droit d'utiliser la langue française à la Chambre. Les Anglais prétendaient que puisqu'on était dans l'Empire britannique, la seule langue officielle c'était l'anglais et que les députés canadiens devaient s'exprimer en anglais. Il va y avoir un débat très âpre qui va même tourner à la bataille à quelques occasions. C'était pas rare dans la bonne démocratie anglaise que les députés se battaient entre eux à la Chambre. C'était pas rare non plus qu'ils amenaient leur petit flasque de gin, mais ça c'est une autre chose, les deux étant liés. Mais toujours est-il que le débat va être très acrimonieux et finalement on va quand même tolérer l'usage de la langue française. Par contre, les Anglais vont remporter une victoire. Les députés n'auront pas droit à une indemnité parlementaire. Ils n'auront pas droit d'être payés pour aller siéger à la Chambre. Ça, c'était important parce que les Anglais, c'était eux autres qui contrôlaient le commerce. Donc, il y avait les moyens d'aller passer quelques semaines ou quelques mois à Québec pour siéger. Les députés canadiens-français étaient, la plupart du temps, soit des avocats sans clientèle réelle, soit des cultivateurs. Alors, bon, eux avaient beaucoup moins les moyens d'aller siéger. D'ailleurs, ça va arriver très souvent que, pendant de longues périodes, les Anglais avaient de fait une majorité à la Chambre. Avec les 15 députés, là, il y avait quand même la majorité, parce qu'ils étaient les seuls qui avaient les moyens d'aller passer quelques semaines à Québec. Alors évidemment, il y avait du côté français des gens qui étaient assez riches, comme Louis-Joseph Papineau, qui pouvaient se permettre ça, mais ce n'était pas le cas de la majorité des députés. Alors la première crise politique réelle va survenir en 1805. On veut imposer une taxe pour construire de nouvelles prisons. Alors la question qui se pose, va-t-on taxer le commerce ou va-t-on taxer la propriété foncière, les terres? Et derrière ça, il y a un clivage ethnique. En fait, va-t-on taxer le commerce anglais ou les terres canadiennes-françaises? Deux journaux politiques apparaissent à ce moment-là, le journal Le Canadien et le journal Le Québec Mercury. Alors, chacun représentant le point de vue des deux groupes. Et il se forme, là, il commence à se former à la Chambre un parti qu'on appelle le Parti canadien. Évidemment, quand on parle de parti à cette époque-là, ne pensez pas qu'il s'agit de partis structurés comme aujourd'hui, avec une discipline de parti, un financement, une caisse électorale, un chef incontesté. C'est plutôt une vague alliance de députés indépendants. D'ailleurs, à cette époque-là, tout le monde se fait élire grâce à sa fortune ou son prestige personnel. Mais il y a quand même un certain parti canadien qui se forme et qui est dirigé par Pierre Bédard. Voici ce qu'étaient les principales revendications de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. D'abord, on voulait que une taxe ne puisse être adoptée que par le consentement de la Chambre. C'est le vieux principe anglais « no taxation without representation ». Un sujet britannique ne peut être taxé que par le libre consentement de ses représentants à la Chambre. C'est en vertu de ce principe-là que les Américains ont fait leur indépendance en 1776. Alors ici, on réclame la même chose. Deuxièmement, on veut que la Chambre ait le pouvoir de voter annuellement la liste civile. Qu'est-ce que la liste civile? Il s'agit en fait de la liste des fonctionnaires et surtout des budgets qui sont attribués pour payer leur travail. Alors donc, il y a toujours un principe, celui qui paye dirige. Celui qui paye finit par diriger. Alors si la Chambre devait approuver le budget qui permettait de payer les fonctionnaires,
tôt ou tard, la Chambre finirait par désigner elle-même les fonctionnaires. La Chambre voulait également avoir un droit de regard sur les dépenses faites par le gouverneur pour l'administration publique. Et un peu plus tard, elle va réclamer ni plus ni moins que la responsabilité ministérielle. Au début, la Chambre ne veut pas avoir nécessairement le pouvoir de nommer les ministres et de nommer tous les fonctionnaires. Elle veut simplement avoir le contrôle sur l'argent de ses ministres et de ses fonctionnaires. Le gouverneur va continuer à les nommer. Mais, comme je vous explique, si vous payez, vous finissez par contrôler. Alors, qu'est-ce que le gouverneur, lui, répliquait à ça? Il voulait avoir le pouvoir d'aller chercher des taxes pour combler le déficit de l'État colonial sans que la Chambre ait aucun droit de regard. Il était prêt à accorder à la Chambre le vote d'une liste civile, mais à condition que cette liste civile soit votée pour la vie du roi. Donc, à chaque fois que le roi mourait, on votait un budget pour payer les fonctionnaires pendant la vie du roi, sans savoir s'il était pour vivre 5 ans, 10 ans ou 40 ans. Le gouverneur voulait avoir ses propres revenus, un propre système de revenus qui ne passerait pas par la Chambre. Et finalement, il cherchera toujours à soumettre la Chambre basse à l'oligarchie qui contrôlait le Conseil législatif, qui contrôlait le Conseil exécutif, qui contrôlait les tribunaux, les juges et tout ça. Il y avait donc une espèce de clique qu'on appelait la clique du château qui contrôlait tout sauf la Chambre d'Assemblée. Alors le gouverneur voulait qu'on contrôle également cette Chambre d'Assemblée. En 1807, Londres désigne comme gouverneur James Craig. Il va être là de 1807 à 1811. Il a gardé, les livres d'histoire ont gardé une très mauvaise image de ce cher monsieur Craig. On a parlé du règne de la terreur. Il y avait des débats très envenimés à la Chambre d'Assemblée au sujet de la question des indemnités parlementaires et aussi la question de l'éligibilité des juges. Alors voici de quoi il s'agit. Alors je vous ai expliqué que les Anglais refusaient qu'il y ait des indemnités parlementaires pour empêcher les députés canadiens-français d'aller siéger à la Chambre. Fait que là, les Canadiens-français disaient aux Anglais, haha, on va vous prendre au détour, on va interdire à un juge de pouvoir être élu à la Chambre d'Assemblée. Parce qu'à ce moment-là, les Anglais cumulaient les postes. On pouvait être député, on pouvait être juge, on pouvait être fonctionnaire dans le gouvernement, officier de l'armée. Alors donc, la clique du château accumulait les postes et accumulait évidemment les revenus qu'il y avait avec ça. Il y avait autour du gouverneur une petite clique de profiteurs qui va bâtir des fortunes considérables. Regardez les grandes fortunes canadiennes qu'il y a encore aujourd'hui. Pensez par exemple à la famille Molson. Regardez quand est-ce que ça a commencé. Vous allez voir très souvent que c'est par des profiteurs politiques qui entouraient le gouverneur à ce moment-là. Alors, donc, c'était toujours des coups de canon qui s'échangeaient de part et d'autre comme ça. Et puis là, il y avait une loi qui était votée par la Chambre d'Assemblée, ça allait au Conseil législatif qui était majoritairement anglais, la loi bloquait. Le Conseil législatif votait une loi à la Chambre d'Assemblée majoritairement française, bien là, il était bloqué. Alors, il y avait une certaine paralysie de l'État qui s'ensuivait. Alors, face à ça, le gouverneur Craig dissolvait continuellement la Chambre, déclenchait des nouvelles élections dans l'espoir d'éventuellement faire élire une majorité qui lui soit favorable. Donc, on va avoir des élections en 1808, en 1809, en 1811. Mais les députés du Parti canadien étaient continuellement réélus, malgré le mandement de Monseigneur Plessis, qui était à ce moment-là évêque de Québec, un évêque très loyal au gouverneur, trop loyal au gouverneur, et qui avait dit aux Canadiens qu'il fallait absolument respecter l'ordre établi, qu'il fallait s'éloigner des agitateurs, tout ça. Monseigneur Plessis, il faut dire qu'il avait été récompensé par le gouverneur pour cette sortie-là, parce que le gouverneur lui avait permis de se rendre à Rome. Pour que l'évêque de Québec puisse aller à Rome, ça prenait la permission du gouverneur. Alors là, il y avait eu une espèce d'échange de bons services. Monseigneur Plessis avait appuyé Craig dans les élections. En échange, Craig permettait à Monseigneur Plessis de se rendre à Rome. À un moment donné, il va même aller plus loin, il va nommer Monseigneur Plessis comme conseiller législatif. Alors, ça va lui enlever tout prestige politique. Et Monseigneur Lartigue, l'évêque, le premier évêque de Montréal,
avait notamment blâmé Monseigneur Plessis d'avoir accepté cette nomination au Conseil législatif. Il faut dire, soit dit en passant, que Monseigneur Plessis est également l'évêque qui est à l'origine du fameux mythe de la conquête providentielle dont je vous ai déjà parlé, à l'effet que Dieu aurait voulu que le Canada soit conquis par l'Angleterre pour nous protéger de la Révolution française. Alors vous pouvez voir de quel genre de bonhomme cette idée-là vient. Mais Craig ne se contentait pas seulement de dissoudre l'Assemblée, de déclencher de nouvelles élections. Il destituait tous les fonctionnaires qui écrivait dans le journal Le Canadien. Il a même, à un moment donné, fermé le journal Le Canadien et il a fait emprisonner un certain nombre de députés et de journalistes. En fait, ce que Craig voulait, c'était tout simplement de supprimer la Chambre d'Assemblée. Et comme là, il y avait une guerre qui s'en venait entre l'Angleterre et les États-Unis, la guerre de 1812, et il voulait profiter de cet état de crise pour supprimer le privilège politique qui avait été accordé par la Constitution de 1791. Mais celui qui était le chef de l'oligarchie, le chef de la clique du château, Jonathan Sewell, lui, Sewell, il avait plusieurs postes, il était juge en chef, il était conseiller législatif, il était le principal ministre, si on peut dire, du gouverneur. Alors, les gouverneurs passaient, mais Sewell restait. Sewell va en réalité contrôler l'administration coloniale pendant plus de 25 ans, et c'était l'ennemi juré des Canadiens français. Lui, ce qu'il voulait, c'était non pas de supprimer la Chambre, parce qu'il était tellement britannique que pour lui, il ne pouvait pas imaginer une colonie britannique sans une Chambre d'Assemblée. Alors, ce qu'il se disait, c'est qu'on va unir les deux Canadas, on va fausser la représentation pour faire en sorte que les Anglais soient surreprésentés, et finalement, on fait venir un paquet d'immigrants anglais pour, à plus long terme, noyer les Canadiens français. C'est finalement le plan qui va être retenu par l'Angleterre, mais beaucoup plus tard, en 1840. Sewell pensait déjà à ça dans les années 1810, et même que Sewell allait même plus loin, il préconisait déjà la constitution d'une fédération de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Donc, l'idée de la Confédération canadienne y avait déjà pensé dans les années 1810. Pendant ce temps-là, il y avait Ryland, qui était un autre membre de l'oligarchie, qui, lui, avait mis sur pied l'Institut royal, qui était en fait un réseau d'écoles primaires, d'écoles anglo-protestantes, et qui avait pour but d'aller assimiler les Canadiens français jusque dans le fond des campagnes. Ça va être un échec parce que, surtout à cause de la résistance des curés, les curés vont mettre dans chacune des paroisses, vont construire une école paroissiale et vont finalement dévier les Canadiens français de cet institut royal. Mais n'empêche que déjà, on a deux systèmes d'éducation qui commencent à se constituer au Bas-Canada. Un système d'éducation anglo-protestant qui est supporté par les finances de l'État et un système d'éducation catholique qui n'est supporté que par l'argent de l'Église. Mais là, il y a une crise qui s'en vient avec les États-Unis. Il va y avoir une guerre entre les États-Unis et l'Angleterre de 1812 à 1814. Or, à chaque fois que l'Angleterre se sent menacée par les Américains, elle fait des concessions aux Canadiens français. Il y avait eu l'acte de Québec qui avait été concédé en 1774 en prévision de la guerre de l'indépendance américaine. Maintenant qu'on voit arriver une nouvelle guerre, on rappelle Craig, qui était définitivement pas aimé, et on nomme un gouverneur qui est beaucoup plus sympathique aux Canadiens français, Georges Prévost, qui va être là de 1811 à 1815. Il y a donc eu une guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, de 1812 à 1814. En 1811, il y a un congrès très nationaliste qui est élu à Washington. Les Américains veulent étendre leur territoire et ils ont trois cibles. Soit la Floride, qui est sous domination espagnole, soit l'Ouest, qui est encore entre les mains des tribus indiennes, ou encore le Canada britannique. On va se tourner vers le Canada britannique parce que l'Angleterre était occupée en Europe dans les guerres napoléoniennes. Donc l'Angleterre n'avait pas vraiment les moyens d'envoyer beaucoup de troupes au Canada. On décide de profiter de cette occasion-là pour annexer le Canada.
Le prétexte qui est invoqué par le président Madison, à ce moment-là, c'est que la guerre entre la France et l'Angleterre fait en sorte que la marine britannique ne permet pas la libre circulation des bateaux neutres. Il y avait plusieurs navires américains qui se faisaient arraisonner par l'Angleterre parce qu'ils faisaient du commerce avec la France. Et il y avait aussi un autre facteur, c'est qu'il y avait des Américains qui étaient arrêtés par la marine britannique pour servir dans la marine britannique. Voici pourquoi, c'est que à ce moment-là, l'Angleterre, comment je dirais, là, un Anglais qui était né en Angleterre puis qui s'en allait aux États-Unis, à Washington, on le considérait comme un Américain, mais à Londres, on le considérait encore comme un Anglais. Donc on disait, si on lui mettait la main dessus, on disait qu'il devait faire son service militaire obligatoire. Alors donc c'est pour ces deux raisons-là que la guerre va éclater, mais comme je vous l'ai expliqué, la véritable raison, c'est l'expansionnisme territorial des États-Unis. À ce moment-là, l'armée américaine compte 12 000 hommes et les troupes britanniques au Canada seulement 5 000. Donc on peut espérer un succès. Par contre, l'Angleterre bénéficie d'une supériorité navale. Il n'y a vraiment pas eu d'enthousiasme de part et d'autre dans cette guerre-là. Cette guerre-là, ça a été plutôt une série d'escarmouches, une guérilla qui a été très mal menée de part et d'autre. Rapidement, voici quelles sont les opérations militaires. En 1812, il y a une défaite américaine à Détroit. En 1813, les Américains s'emparent de York, l'actuelle ville de Toronto. Ils incendient le Parlement du Haut-Canada. Ils tentent d'envahir le Québec, mais sont arrêtés à Châteauguay par le colonel de Salaberry. C'est la fameuse victoire par des Canadiens français, uniquement par des Canadiens français qui étaient très inférieurs en nombre, mais qui ont battu une armée américaine plus nombreuse. Au même moment, en Ontario, à Chrysler's Farm, il y a le colonel Morrison qui accomplit un exploit semblable, et il y a le fameux épisode de Laura Secord, qui est très populaire en Ontario. Laura Secord, c'était la fille d'un honnête tavernier. Alors, des officiers américains, tout aussi honnêtes, allaient à la taverne de son père et ne se gênaient pas pour parler des opérations militaires. Alors, elle, Laura Secord, écoutait tout ça et a rapporté ça aux Britanniques, ce qui a fait d'elle une héroïne au Canada anglais. D'ailleurs, la compagnie de chocolat, Laura Secord, a une filière aux États-Unis qui ne porte pas le nom de Laura Secord. En 1914, il y a une bataille indécise dans le bout des chutes Niagara, mais surtout, il y a la défaite de Napoléon en Europe, ce qui permet aux Britanniques d'envoyer 14 000 hommes de renfort au Canada. Les Britanniques font un débarquement, prennent Washington et incendient le Congrès. Alors donc, c'était la revanche sur l'incendie du Parlement de York. Alors là, les Américains savent que maintenant que les Britanniques ont les mains libres en Europe et qu'ils peuvent mettre le gros de leurs troupes en Amérique, ils sont mieux de négocier la paix. Et en 1814, à la fin de 1814, il y a un traité qui est signé à Gand, en Hollande, qui finalement rétablit le statu quo antebellum. En janvier 1815, il y a encore eu une bataille à la Nouvelle-Orléans parce qu'en Amérique, on n'était pas encore au courant que la paix était signée en Europe. Ben, c'est comme ça que se faisaient les guerres coloniales dans ce temps-là. En 1818, il va y avoir un accord entre Washington et Londres qui va fixer la frontière canado-américaine au 49e parallèle, là où elle se trouve encore aujourd'hui. La guerre de 1812 a eu des conséquences politiques intérieures très importantes pour le Canada. D'abord, il faut remarquer que les Canadiens français se sont battus avec enthousiasme sous l'uniforme britannique, contrairement à 1775. En 1775, les Canadiens étaient restés à peu près neutres dans le conflit qui opposait finalement deux groupes d'Anglais, les Anglais révolutionnaires et les Anglais loyalistes. Alors on était trop près de la conquête. On était bien heureux finalement de voir des Anglais s'entre-déchirer à ce moment-là. Mais en 1812, c'est différent parce que là, on a définitivement renoncé à l'espoir d'un retour à la France. Les Canadiens français ne voient leur avenir que dans le cadre de l'Empire britannique. Ils veulent avoir une société française, mais dans le cadre de l'Empire britannique. Et à ce moment-là,
il considère qu'il est mieux d'être dans l'Empire britannique que d'être dans la République américaine pour sauver notre langue et notre foi. Je pense que le choix était judicieux, puisque si le Bas-Canada avait été annexé par les États-Unis, ben, on aurait été une infime minorité dans la grande fédération américaine. On aurait probablement subi le même sort que la Louisiane française, et il est peu probable qu'on parlerait encore français sur les bords du Saint-Laurent aujourd'hui. Par contre, en restant dans l'Empire britannique, on gardait la majorité pendant plus longtemps. Alors, comme j'avais expliqué dans ma conférence précédente, le grand avantage dans notre histoire, c'est qu'au moment où on a été conquis par l'Empire britannique, cet Empire britannique s'est scindé en deux, les États-Unis puis le Canada. Et on a eu la chance d'être dans la partie la plus faible. Si on avait été dans la partie la plus forte, notre sort était joué. Mais en étant dans la partie la plus faible, on avait une marge de manœuvre politique qui nous a finalement permis de sauver notre culture. Il faut dire que du côté canadien-anglais, la guerre de 1812, c'est leur épopée nationale. Alors, c'est un peu curieux, parce que, comme je vous dis, c'est pas une guerre particulièrement glorieuse, c'est une série d'escarmouches, mais dans les écoles ontariennes, quand on raconte l'histoire de la guerre de 1812, c'est une grande aventure. Alors, on est fiers de ce qu'on peut. Il faut dire aussi une chose, c'est qu'on a assisté à ce moment-là, mais très temporairement, à une véritable alliance entre Canadiens français et Canadiens anglais. En conséquence, les fédéralistes d'aujourd'hui se réclament encore de l'exemple de la guerre de 1812 pour dire, voyez, on peut s'unir, Français et Anglais du Canada, on peut s'unir pour résister contre la menace américaine. Mais la bonne entente entre Canadiens français et Canadiens anglais va être assez brève. Le gouverneur suivant, c'est John Sherbrooke, qui va être là de 1816 à 1812. Alors lui, il s'est assez bien entendu avec la Chambre d'Assemblée. Il a quasiment réussi à régler la question des subsides, la question du budget. Il a été de 1816 à 1818 gouverneur, donc 2 ans. Mais le gouverneur suivant, Richemont, de 1818 à 1820, et Dalhousie, de 1820 à 1825, ben, sous ces deux gouverneurs, le conflit constitutionnel va reprendre. Pourquoi? C'est pas parce que les gouverneurs étaient méchants, qui étaient hostiles aux Canadiens français, loin de là. D'ailleurs, très souvent, les gouverneurs parlaient eux-mêmes français, hein, c'était très aristocratique de parler français. Pensez par exemple au gouverneur Dorchester, qui avait confié l'éducation de ses fils à des prêtres français qui avaient quitté la France à cause de la Révolution. Et pour un aristocrate britannique, ben, être éduqué par un prêtre français, c'était la fine fleur de la pédagogie. Alors donc, c'est pas que les gouverneurs étaient nécessairement méchants. Le problème, c'est qu'ils arrivaient, ils étaient là très peu de temps, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'était un long mandat pour un gouverneur. Il arrivait, il ne savait pas c'était quoi le Canada, il aurait été bien incapable de le situer sur une carte du monde avant d'être nommé à ce poste, comme certains prêtres de la fraternité d'ailleurs. Mais là, il arrivait, il regardait qu'est-ce qu'il y avait, et c'était pas long qu'il était subjugué par la clique du château, l'oligarchie qui était là, Jonathan Sewell et toute sa bande de fonctionnaires qui disaient, ben, monsieur le gouverneur, on va vous expliquer comment fonctionne la politique en ce pays. Alors, ce groupe-là, on l'appelle le British Party. Et finalement, quand le conflit devenait trop grave, Londres finissait toujours par appuyer le British Party. Londres essayait de maintenir un équilibre entre les Canadiens puis les Anglais, mais si ça devenait un peu trop chaud, s'il fallait vraiment faire un choix, Londres choisissait évidemment le côté anglais. L'orgueil de race l'emportait sur le sens de la justice. En 1822, les marchands anglais de Montréal présentent à la Chambre des communes un projet d'union du Bas et du Haut-Canada. En fait, le fameux projet de Sewell dont je vous ai parlé plus tôt. Ce projet était approuvé par le gouverneur Dalhousie. Quel était son but?
c'était de minoriser politiquement les Canadiens à la Chambre. D'avoir une Chambre où les Canadiens seraient en minorité, même si c'était dans un pays où ils étaient en majorité démographique. En fait, voici quels étaient les chiffres en 1820. Pour l'ensemble du British North America, il y avait 750 000 habitants, 340 000 Canadiens, 410 000 Britanniques. Donc, les Britanniques avaient la majorité dans l'ensemble des colonies. Mais dans le Bas-Canada, c'était 420 000 Canadiens, c'était 420 000 habitants, 340 000 Canadiens, 80 000 Britanniques. Donc là, les Anglais étaient minoritaires, il y était à peu près 25 % à ce moment-là. Dans le Haut-Canada, il y avait 125 000 Anglais, pas de Canadiens, et dans les provinces atlantiques, il y avait 200 000 Anglais. Alors ça nous faisait, si on unissait le Haut et le Bas-Canada, ça nous faisait 340 000 Canadiens avec 205 000 Anglais. Donc les Canadiens avaient quand même une majorité. Mais en faussant la représentation, les Anglais pouvaient avoir une majorité de députés. Ils disaient tout simplement, on va donner le même nombre de députés pour les deux provinces, pour le Haut-Canada et pour le Bas-Canada. Donc, nos 340 000 Canadiens auraient eu le même nombre de députés que les 205 000 Anglais. Il faut dire que l'union politique du Haut et du Bas-Canada était tout à fait justifiée et tout à fait défendable, je dirais même nécessaire, sur le plan économique. Pourquoi? Parce qu'on était en train de canaliser le Saint-Laurent. Jusqu'alors, on passait par le Saint-Laurent, puis on devait s'arrêter à Montréal. Mais là, maintenant, par un système de canaux qu'on commençait à construire, on pouvait passer de Montréal et se rendre à Toronto. Alors donc, ça faisait du Saint-Laurent une artère commerciale importante. N'oubliez pas qu'on est avant le chemin de fer là, à ce moment-là. Alors, les canaux, c'est les meilleurs moyens pour circuler à l'intérieur d'un pays. Bon, après les rivières naturelles, bien sûr. Alors donc, économiquement, il était tout à fait logique d'unir l'Ontario et le Québec, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Et même géographiquement, quand vous regardez la géographie, c'est un ensemble cohérent, un ensemble logique, le Québec et l'Ontario. Puis là, il y a deux excroissances qui géographiquement se collent mal à l'ensemble, les provinces maritimes d'un bord, puis les plaines de l'Ouest canadien de l'autre. Je ne parle pas des montagnes rocheuses, ça c'est un autre continent. Alors donc, vous pouvez voir l'intérêt que les marchands anglais de Montréal, parce que c'est à Montréal que l'économie se dirige à ce moment-là, vous pouvez voir l'intérêt qu'eux avaient à unir les deux provinces. À ce moment-là, la Chambre d'Assemblée va désigner 2 ambassadeurs pour aller à Londres et faire des représentations auprès de la Chambre des communes pour faire échouer le projet. Les 2 représentants en question étaient Louis-Joseph Papineau et John Neilson, donc un Français et un Anglais. Vous voyez, quand je vous ai dit le clivage n'est pas uniquement français-anglais, on le voit là. John Neilson, c'est un Anglais, mais c'est un Anglais de gauche, si on peut dire, réformiste. C'est un Anglais qui est hostile tant à la clique du château, la gang politique qui dirige Québec, qu'aux marchands anglais qui dirigent Montréal. Et ils vont réussir, effectivement, le projet de loi ne passera pas à la Chambre des communes. C'était une belle victoire pour le Parti canadien. Et un grand triomphe pour Louis-Joseph Papineau. Alors, parlons maintenant de ce fameux Louis-Joseph Papineau. C'était le fils de Joseph Papineau, qui était un seigneur réformiste, qui a été élu député en 1792. Alors lui-même, son père avait lui-même été un des chefs de file politiques de la nationalité canadienne à la fin du 18e siècle. Il fait des études au séminaire de Québec, où il perd la foi. Papineau a dit qu'il avait perdu la foi en lisant les livres des philosophes des Lumières qui étaient disponibles à la bibliothèque publique de Québec, la bibliothèque Haldimand, qui avait été mise sur pied par le gouverneur Haldimand dans les années 1878. On avait là toutes les œuvres de Voltaire, 1778, je m'excuse. Alors,
On avait là toutes les œuvres de Voltaire, de Rousseau, l'encyclopédie, tout ça. Alors, ceux qui disent que l'Angleterre nous a protégés de la Révolution française, ben, notez que c'est un gouverneur anglais qui nous a donné toute la littérature de la philosophie des Lumières. Alors donc, à ce moment-là, il perd la foi. On ne sait pas vraiment trop pourquoi, là, c'est plutôt obscur tout ça. Il se fait élire député assez jeune en 1815. Il a à peine 22 ans à ce moment-là. Et c'est un grand admirateur du parlementarisme britannique. Lors de la mort du roi George III en 1820, il a fait une éloge du roi, de l'Angleterre, de l'Empire britannique, du parlementarisme. Un fervent et loyaliste n'aurait pas fait mieux que lui à ce moment-là. Mais par la suite, sa pensée va évoluer vers un républicanisme de style américain. Malgré ce que certains ont dit ou ce que certains ont pensé, Louis-Joseph Papineau ne s'est pas tellement inspiré des idées révolutionnaires. Louis-Joseph Papineau s'est inspiré davantage de la démocratie à l'américaine et du libéralisme à l'anglaise que des idées françaises de 1789. Mais il était un anticlérical notoire et passionné. Il va y avoir un conflit assez sérieux entre Louis-Joseph Papineau et son cousin, Monseigneur Lartigue, évêque de Montréal, au début des années 30. Et à ce moment-là, on discutait à la Chambre du Bill des fabriques, dont je vais vous reparler tantôt. Quand Papineau était à la Chambre à Québec, il écrivait à sa femme, Julie Papineau, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Parce que Julie Papineau était, en l'absence de son mari, était le chef du Parti patriote à Montréal. Alors Julie Papineau a joué un rôle politique très important. Mais ce qui est curieux, c'est que lors de la session de 1831, on ne retrouve pas la correspondance entre Louis-Joseph Papineau et Julie Papineau. C'est qu'en fait, la fille de Louis-Joseph Papineau, qui était très fervente, qui était très catholique, va faire disparaître cette correspondance-là parce que son père se montrait beaucoup trop anticlérical là-dedans. Ce qui est curieux, c'est que Julie Papineau, elle, était une fervente catholique. Bon, je suppose que si on étudiait à fond sa pensée, ce que Micheline Lachance n'a sûrement pas fait dans l'espèce de roman historique qu'elle vient d'écrire sur elle, je suppose qu'en réalité, ça devait être une catholique libérale. Mais enfin, reste à voir. Mais n'empêche qu'elle était très dévote, très pieuse, et elle va donner ça à ses enfants. Et d'ailleurs, sa fille va être la mère de Henri Bourassa, le grand journaliste catholique du 20e siècle. Alors donc, c'est pour ça que cette partie de la correspondance a disparu. Alors on peut soupçonner que les propos qu'il tenait envers le clergé n'étaient pas très élogieux à ce moment-là. Il faut dire aussi que Louis-Joseph Papineau est un démocrate bien plus qu'un nationaliste. Alors ça, je vais y revenir. C'était un grand orateur qui a su, à un certain moment, incarner réellement les aspirations de son peuple. D'ailleurs, il y a une expression populaire qui est restée. Quand on dit que quelqu'un qui n'est pas très intelligent, on dit que c'est pas la tête à Papineau. Alors ça, c'est une expression qui vient du 19e. Ça implique que Papineau était perçu comme étant quelqu'un de très intelligent, ce qu'il était en réalité. On peut dire que Louis-Joseph Papineau a été un excellent chef politique qui a bien défendu nos intérêts jusqu'en 1831. De 1831 à 1837, son action est discutable, surtout à cause de l'anticléricalisme. Mais après 1848, lorsqu'il revient d'exil, là, il revient fervent républicain et fervent annexionniste. Il était tellement républicain, tellement démocrate qu'il disait il faut s'annexer aux États-Unis parce que c'est là qu'est la démocratie. Alors donc, il était prêt à sacrifier les intérêts nationaux au profit des intérêts idéologiques. D'ailleurs, à un certain moment donné, La Fontaine avait dit de Papineau, il dit, pour M. Papineau, mieux vaut que périsse une nation plutôt qu'un principe. Alors, ça reflète un peu cette mentalité qui est propre d'ailleurs à la plupart des révolutionnaires du 19e comme du 20e siècle. Ce sont des idéologues. Ils ont une idée
Ils ont un idéal théorique et ils le poursuivent à fond, peu importe les conséquences pratiques. Même si ça nous mène à une guerre civile qu'on est certain de perdre. C'est exactement ce que Louis-Joseph Papineau va faire. Revenons maintenant aux événements politiques. La crise constitutionnelle continue. En 1826-1827, la Chambre refuse de voter les subsides. En 1827, le gouverneur Burton dissout la Chambre parce que Papineau est réélu encore comme orateur. En 28-29, il y a quasiment un accord avec le gouverneur Kent, mais l'accord ne débouche pas finalement. Il y a aussi le problème de l'accessibilité des townships qui se présentent. Ça aussi, ça a envenimé beaucoup la crise des années 1830. Les townships, c'est ce qu'on appelle les cantons. Okay? Alors, les Eastern Townships, c'est les cantons de l'Est. Alors, c'était en fait les terres qui n'étaient pas régies par le régime seigneurial hérité de la Nouvelle-France. C'était notamment des terres, surtout dans la région actuelle de l'Estrie, là, des cantons de l'Est, mais il y en avait aussi en Gaspésie, il y en avait dans l'Outaouais. En fait, bref, c'était des terres qui étaient régies par le droit anglais pour la division territoriale. Alors, vous savez, les Français divisent les terres pas en triangle, en rectangle. Alors, le plus petit côté étant faisant face à la rivière ou le fleuve. Alors, ça, c'est le régime seigneurial qui nous avait donné ça. Alors que les Anglais, eux autres, divisent les terres en carrés. Alors, c'est pour ça qu'on appelle les Anglais, on surnomme les Anglais les têtes carrées, les square heads. C'est par allusion à leur méthode de division des terres. Sauf que les fameux townships étaient entre les mains de grands propriétaires fonciers qui étaient à Londres, qui n'avaient jamais mis les pieds au Canada et qui, eux autres aussi, auraient sans doute été incapables de situer le Canada sur une carte du monde. Pendant ce temps-là, les terres seigneuriales, eux autres, commençaient à être surpeuplées. Et c'était pas possible pour les Canadiens français d'aller coloniser les terres des townships. Pourquoi? Parce que le gouverneur s'y opposait. Il s'y opposait pourquoi? Parce qu'il disait qu'il faut laisser ces terres libres pour permettre d'accueillir l'immigration anglaise qu'on espère faire venir, mais qui finalement ne venait jamais. Alors, si les Canadiens français occupent tout de suite ces terres-là, bien, c'est certain que les immigrants anglais qui vont venir, au lieu de s'installer dans le Bas-Canada, ils vont aller en Ontario, ils vont aller même plus à l'ouest. Alors, c'était ça qui était la stratégie des Anglais pour ce qui était de la gestion des townships. Donc, vous voyez, conflit politique, conflit ethnique, conflit social, même bon vieux conflit agraire contre des grands propriétaires terriens. On a là tout un potentiel de révolution sociale. C'était un peu la même chose, il faut dire, dans le Haut-Canada. Dans le Haut-Canada, il y avait le Family Compact, qui était autour du gouverneur et qui contrôlait la politique de la même manière que la clique du château ici. Et le Family Compact était combattu par le Parti réformiste de William Lyon Mackenzie. En Nouvelle-Écosse, c'était Joseph Howe qui était le chef des réformistes et qui réclamait aussi pour sa province le gouvernement responsable. Nous allons assister dans les années 1830 à une nette radicalisation du conflit politique. Les années 1830 sont une décennie de révolution libérale un peu partout dans le monde. Il y a eu la révolution de juillet en France en 1830. En Belgique et en Pologne, il y a des tentatives de révolution à la fois nationale et libérale. Elle va réussir en Belgique. La Belgique va se séparer à ce moment-là de la Hollande. Ça va être un échec, cependant, en Pologne. Les troupes russes vont écraser ce soulèvement. En Amérique latine, c'est le mouvement d'indépendance. La plupart des pays d'Amérique latine acquièrent leur indépendance dans les années 1820-1830. Aux États-Unis même, on assiste à une démocratisation plus considérable du pays, avec ce qu'on a appelé la démocratie jacksonienne. C'est le président Jackson qui est élu en 1832, président des États-Unis. Jusqu'alors, de 1776 à 1832, ceux qui avaient dominé la politique aux États-Unis, c'était les Virginiens. C'était les grands propriétaires fonciers de Virginie. Les gens comme Washington, Jefferson, alors toute cette caste très aristocratique, donc on avait une république très aristocratique. Mais avec Jackson, on a quelqu'un qui vient de l'ouest
donc quelqu'un qui vient du peuple. Alors, comme on dit, c'est l'époque où les éperons se prenaient dans les rideaux de la Maison-Blanche. Alors, il est arrivé avec ses cow-boys et tout ça, ça a changé beaucoup la nature de la politique américaine. Et même en Angleterre, il y a un virage à gauche à ce moment-là. Les Whigs, le Parti libéral, prend le pouvoir en 1832 et fait une série de réformes, dont la principale a été de changer le système électoral pour faire en sorte que plus de gens aient le droit de vote. Donc, on peut dire que la véritable démocratie en Angleterre, ça commence en 1832. Le Bas-Canada est loin d'être étranger à tout ça et au courant d'idées qui accompagnent ces révolutions. À ce moment-là, Félicité de Lamennais est la vedette du monde catholique. C'est un catholique libéral, c'est quelqu'un qui veut marier l'Église avec les principes de 1789. Il disait, vous avez peur du libéralisme, on n'a qu'à catholiciser le libéralisme et il n'y aura plus de problème. Alors c'est l'illusion catholique libérale qui va traîner pendant très longtemps dans l'Église, qui va triompher d'ailleurs lors du Concile Vatican II. Ça commence dans les années 1820-1830 avec Lamennais. Or, Lamennais a été très lu et a été très populaire au Québec. Monseigneur Lartigue, le premier évêque de Montréal, avait été lui-même un disciple de Lamennais avant de changer de bord et de se convertir à l'ultramontanisme par la suite. Rappelons que Lamennais a été condamné par le pape Grégoire XVI en 1832 et en 1834. On avait aussi, au Bas-Canada, le culte du tricolore. Le tricolore français, qui est en fait un drapeau maçonnique, était très populaire. Et tous les révolutionnaires européens, tous les libéraux européens adoptaient toujours un tricolore quelconque, dans un sens, dans un autre. Soit un tricolore vertical, un tricolore horizontal. Non, il n'y avait pas de tricolore oblique, par exemple. Ça, c'est pas maçonnique. Mais les tricolores pouvaient être de différentes couleurs. Or, ici, le Parti patriote va adopter un drapeau tricolore horizontal qui était vert, blanc et rouge. Bon, il y a un aspect, bien sûr, libéral et révolutionnaire à ça, mais que signifiaient les trois couleurs? En fait, le vert, c'était pour les Irlandais, le blanc, c'était pour les Français, et le rouge, c'était pour les Anglais. Alors ça, c'est un point très important, parce que ça reflète la nature multiethnique du prétendu nationalisme de Louis-Joseph Papineau. En fait, le Parti patriote n'entendait pas être le parti de la race canadienne-française. Le Parti patriote entendait être le parti de tous les sujets britanniques libéraux du Bas-Canada. C'est dans ce sens-là que je disais tantôt que Louis-Joseph Papineau était plus démocrate que nationaliste. Donc, je vous ai dit qu'en 1832, les Whigs, les libéraux, prennent le pouvoir en Angleterre. Alors là, les patriotes se disent, c'est notre chance. C'est notre chance parce que les autres sont libéraux, nous autres, on est libéraux, on va bien s'entendre. Ils vont accorder à la colonie les droits que l'on réclame depuis très longtemps et que les méchants Tories, monarchistes, aristocratiques, on ne disait pas fascistes dans ce temps-là, mais on l'aurait dit si ça avait existé. Donc ces méchants Tories ne voulaient pas accorder la pleine liberté aux colonies. Donc le Parti patriote va se radicaliser considérablement. En fait, je m'excuse, c'est le Parti canadien qui va se radicaliser, de telle sorte qu'il va même changer de nom. On va l'appeler maintenant le Parti patriote. C'est à partir de 1830 qu'on parle du Parti patriote. Avant, on parlait du Parti canadien. D'où vient cette expression Parti patriote? Ça s'inspirait évidemment de la Révolution américaine de 1776. Les révolutionnaires américains de 1776 s'étaient eux-mêmes baptisés patriotes. En France, lors de la Révolution de 1789, le parti le plus radical prenait le titre aussi de patriote. Être patriote, dans ce temps-là, ça ne signifiait pas nécessairement être pour la patrie, la race, la nationalité, comme on l'entend aujourd'hui. Ça signifiait surtout être pour le peuple, être pour la souveraineté populaire. Au 19e, le mot patriote a une signification de gauche. C'est au 20e qu'il prend une signification de droite. Alors donc, tous nos libéraux de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord réclament à peu près la même chose, le contrôle du budget,
l'élection du conseil législatif, la responsabilité ministérielle. En un mot, le self-government, c'est-à-dire l'autonomie de la colonie, l'autonomie politique intérieure, tout en restant dans l'Empire britannique. Il faut noter qu'à cette époque-là, la responsabilité ministérielle n'existe pas encore en Angleterre. C'est à peu près en 1840 que la responsabilité ministérielle va s'établir définitivement dans le système constitutionnel britannique. Malgré ce que nos libéraux ici prétendaient. Ils prétendaient que ça existait en Angleterre. En fait, ça n'existait pas. C'était une revendication des libéraux britanniques. Mais, donc, on peut dire que nos libéraux des colonies étaient à l'avant-garde du régime de la mère patrie. C'est important parce que on pouvait quand même pas imaginer que l'Angleterre était pour accorder à ses colonies plus de liberté politique qu'elle ne s'en accordait elle-même en métropole. À partir de 1831, on assiste à une division du Parti canadien. Jusqu'alors, les Canadiens avaient constitué un seul et unique parti, dirigé d'abord par Pierre Bédard, ensuite par Louis-Joseph Papineau. Mais là, il va y avoir une division interne des Canadiens français pour plusieurs raisons, mais fondamentalement, c'est à cause de l'anticléricalisme de Louis-Joseph Papineau. En 1831, il présente à la Chambre d'Assemblée ce qu'on a appelé le Bill des fabriques. La fabrique, c'est l'institution qui possède et qui gère les biens d'une paroisse. Une église, ça appartient pas au curé, ça appartient pas non plus à l'évêque, malgré ce que bien des gens pensent. Une église, ça appartient pas au diocèse. Une église de paroisse, ça appartient à la fabrique de la paroisse. C'est une corporation spéciale qui est reconnue par la loi, qui possède l'église, le presbytère, le cimetière, les terres s'il y en a, l'école paroissiale s'il y en a. Et c'est le curé qui dirige la fabrique, assisté par un conseil de marguilliers. Or, les marguilliers sont habituellement nommés par cooptation. C'est-à-dire que lorsqu'un marguillier quitte, c'est les autres marguilliers qui élisent son remplaçant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que à toute fin pratique, les marguilliers sont nommés par le curé et tout va très bien comme ça. Mais, là, le projet de loi voulait que les marguilliers soient élus par la population. Alors, c'était important parce qu'à ce moment-là, le Parti patriote aurait réussi à faire élire des gens de sa tendance idéologique dans la plupart des fabriques. Alors, vous pouvez imaginer le conflit qu'il y aurait eu entre le curé et ses marguilliers libéraux. Mais c'est pas tellement sur la question de l'attribution des bancs d'église qu'on se serait chicané. Il y avait une chose plus importante, c'était à savoir qui était pour nommer l'instituteur de l'école paroissiale. Parce que c'était le conseil de fabrique qui nommait l'instituteur de l'école paroissiale. Si les patriotes prenaient le contrôle de cette institution, en réalité, ils prenaient le contrôle du réseau d'écoles catholiques. Alors, vous pouvez voir tout l'enjeu idéologique qu'il y avait derrière ça, et vous pouvez comprendre pourquoi Monseigneur Lartigue a mené une lutte à outrance contre ce projet de loi. Le projet va finalement être bloqué au Conseil législatif. Il passe à la Chambre d'Assemblée, mais les Anglais l'empêchent de passer au Conseil législatif. Pourquoi? C'est pas tellement parce que les Anglais aimaient les curés, aimaient Monseigneur Lartigue, ou encore moins parce qu'ils aimaient le réseau d'écoles catholiques. C'est pas ça du tout. C'est que là, les Anglais voyaient une belle occasion de diviser le Parti canadien français. Là, maintenant, Papineau avait des adversaires de sa propre nationalité. Donc, par tactique, les Anglais ont appuyé Monseigneur Lartigue et ont bloqué le projet de loi. À ce moment-là, la Chambre d'Assemblée va vouloir se reprendre et constituer un réseau scolaire sous la direction de la Chambre d'Assemblée. On avait déjà 2 réseaux scolaires, un anglo-protestant, un franco-catholique, mais on en aurait eu un 3e qui aurait été un réseau scolaire français laïque, libéral, contrôlé par la Chambre d'Assemblée. Donc ça, c'est une des premières choses qui a amené une rupture du Parti canadien. La deuxième, elle est plus politique, celle-là,
c'est qu'à un moment donné, il y a eu un gouverneur qui avait reçu de Londres l'ordre de régler une bonne fois pour toutes le problème politique et de faire certaines concessions. C'était le gouverneur Goodrich. Or, le gouverneur Goodrich a proposé, en 1831-32, a proposé de laisser à la Chambre d'Assemblée le contrôle du budget. Par contre, le gouverneur gardait la nomination des ministres et des fonctionnaires. Il gardait le contrôle de l'exécutif, mais le budget était sous contrôle de l'Assemblée. C'était pas la responsabilité ministérielle, mais c'était un sérieux pas dans cette direction. Et là, le problème, c'est que Louis-Joseph Papineau va refuser cette concession. Ça a été une erreur, parce que Papineau se disait, ben nous autres, on veut tout, c'est tout ou rien. Alors là, il faut se remettre dans le contexte de la radicalisation politique des années 30, l'espoir que les libéraux qui étaient au pouvoir à Londres donnent finalement gain de cause aux libéraux du Bas-Canada. Alors, Papineau refuse cette concession. C'était une erreur parce que quand vous défendez des droits, il ne faut jamais faire de concession. C'est une erreur tactique de concéder la moitié d'un droit qu'on vous réclame. Mais si vous êtes en position offensive, si vous voulez aller chercher des choses qui sont dans le territoire de l'adversaire et qui vous fait une concession, c'est absurde de la refuser. Alors là-dessus, Papineau s'est montré un très mauvais stratège politique parce que si on accordait le contrôle du budget, ben c'est certain que dans 10 ans, 20 ans après, on avait la responsabilité ministérielle. Et on aurait évité la crise de 37-38. Mais là, il y en a qui ont vu ça, que Papineau commençait à ne plus voir clair et commençait à aller beaucoup trop loin. Et là, il va y avoir une rupture. Nielsen, qui avait été avec Papineau pour s'opposer au projet d'union de 1822, va le quitter. Étienne Parent, qui était le directeur du journal Le Canadien et qui est une des grandes figures intellectuelles de notre histoire, va le quitter. Cuvillier aussi va le quitter. Alors finalement, le Parti patriote, le Parti canadien va être scindé en deux. Le clivage est très souvent, il faut le dire, Montréal-Québec. Les députés anti-Papineau étaient plutôt les députés de la région de Québec. À Montréal, on était beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus radical. Mais tout ça se fait alors que Papineau montre de plus en plus son caractère tyrannique. Papineau n'accepte plus aucune contradiction, il se sait adulé par la population, ça lui monte définitivement à la tête, et il prend de plus en plus l'allure d'un dictateur à l'intérieur de son parti. Au même moment, le journal des Patriotes de Montréal, La Minerve, commence à tenir un discours nettement séparatiste. Ce n'est même plus uniquement la responsabilité ministérielle que l'on réclame, mais bel et bien l'indépendance du Bas-Canada par rapport à l'Angleterre. Alors là, ça allait vraiment trop loin. En 1832, il y a une élection partielle. 3 Canadiens sont tués par l'armée à Montréal. Le lieutenant qui commandait la troupe passe en jugement. Il est acquitté par un jury composé uniquement d'Anglais. Alors vous pouvez imaginer la colère que ça l'a soulevé. La même année, en 1832, il y a une épidémie de choléra qui se répand à Québec, à Montréal, et dans les journaux anglais, on dit que tout ça vient du fait que les Canadiens français sont des gens malpropres qui ont causé l'épidémie. Alors, mais remarquez que c'était des propos racistes, mais les Canadiens français, eux autres, disaient que c'était à cause des Irlandais, alors qui étaient malpropres. Alors, toujours est-il qu'il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Les journaux montaient la tension de part et d'autre de manière nettement excessive. Du côté des Anglais, on se dit, ben là, si Londres ne nous donne pas raison, ben coudonc, on va s'annexer aux États-Unis, puis là, on va pouvoir définitivement mettre les Canadiens français au pas. Alors, on peut voir le beau loyalisme des marchands anglais de Montréal là-dessus. Je vais vous donner un exemple de l'agressivité des journaux anglais. On pouvait lire dans un de ces journaux ceci. « Cette colonie est britannique, et il est normal qu'elle se peuple de Britanniques. L'erreur fatale des soi-disant patriotes canadiens-français a été de considérer les Canadiens non pas comme une petite portion d'une grande nation, mais comme le tout d'une minuscule nation. La nation canadienne n'est qu'un nain rabougri,
qui a dépassé la fleur de l'âge et est sur le point de sombrer dans le néant. Très peu de temps s'écoulera avant que nous n'entendions sonner le glas de cette prétendue nation. Balayons les Canadiens de la surface de la Terre. Alors là, du côté anglais, il y a vraiment un discours de guerre civile qui émerge. Le Parti patriote adopte les 92 résolutions en 1834. Les 92 résolutions sont un galimatia romantique, libéral et provocateur, où on fait inutilement l'éloge des États-Unis. Alors, c'était pas la meilleure manière de se présenter à Londres que de faire l'éloge de la République américaine. Les Anglais n'avaient pas encore complètement oublié l'indépendance de 1776. Mais n'empêche qu'en 1834, aux élections, le Parti patriote remporte à peu près tous les comtés canadiens. Les modérés qui s'étaient séparés de Papineau, la plupart du temps, n'ont même pas osé se présenter. Définitivement, le climat est surexcité. Papineau est en train d'entraîner son peuple dans sa folie de radicalisme. Le gouverneur Gosford, qui est là de 1835 à 1838, tente une dernière conciliation. Il approche les modérés, il promet de nommer plus de Canadiens au Conseil, mais Papineau rétorque qu'il ne cherche qu'à diviser le Parti canadien. À ce moment-là, Gosford se dit qu'il n'y a absolument rien à faire avec ces gens-là. On va en arriver aux armes et il va falloir les écraser. Donc, on s'arme de part et d'autre. Les premiers à s'armer, notons-le bien, ce sont les Anglais qui ont fondé le Doric Club. Et en réaction, le Parti patriote met sur pied une milice, plus ou moins sérieuse, qu'il baptise du nom de Fils de la Liberté. Les Fils de la Liberté, c'était aussi une milice américaine du temps de la guerre d'indépendance. En mars 1837, le ministre des Colonies à Londres, Lord Russell, rejette définitivement les 92 résolutions, les 92 revendications de la Chambre d'Assemblée. Il répond par les 10 résolutions Russell, dont la 8e était la plus marquante. En fait, le ministre des Colonies permettait au gouverneur de puiser dans le trésor sans l'accord de la Chambre. Parce que le pouvoir de négociation que la Chambre avait depuis le début face au gouverneur, c'était de voter ou de ne pas voter le budget. Alors, il y avait des taxes qui étaient perçues, on mettait ça dans le trésor, mais encore fallait-il que la Chambre acquiesce au budget pour que le gouverneur puisse les prendre pour soit construire des routes, faire des choses. Alors la Chambre, elle, la meilleure manière qu'elle avait de faire pression sur le gouverneur, c'était de ne pas voter le budget. De telle sorte qu'à un moment donné, le gouverneur n'était même plus capable de payer ses fonctionnaires. Pendant plusieurs années, les fonctionnaires de la clique du château n'étaient pas payés, ce qui n'était pas pour déplaire aux patriotes, soit dit en passant. Mais là, en permettant au gouverneur d'aller chercher de l'argent sans passer par la Chambre, le ministre des Colonies se trouvait à enlever tout pouvoir politique à la Chambre. C'était nettement illégal et nettement inconstitutionnel. On n'aurait pas fait ça en Angleterre sans reprendre la bonne guerre civile de 1650. On a décapité un roi en Angleterre pour ça, pour que la Chambre puisse avoir le contrôle du budget. Alors maintenant, on ne permettait pas aux sujets britanniques d'une colonie d'avoir les mêmes droits. Alors, Gosford fait une dernière adresse à la Chambre, s'aperçoit qu'il n'y a plus moyen d'arriver à quelque compromis que ce soit, et à ce moment-là, il décide de suspendre la Constitution de 1791. Nous débouchons maintenant sur la mini-guerre civile de 1837-1838. C'est un double soulèvement contre le gouverneur. Les Anglais se soulèvent contre le gouverneur, les Canadiens français se soulèvent contre le gouverneur. En fait, l'idée des Anglais, c'est de mener les choses à la guerre civile, se disant que si on va jusqu'aux extrémités, si on va jusqu'à la violence, Londres va bien finir par intervenir, et Londres va finir par intervenir du côté des Anglais. Du côté des Patriotes, le soulèvement n'a pas été planifié. Il y a eu une espèce d'insurrection oratoire. On parlait d'indépendance, on parlait de guerre civile dans les discours, mais en réalité, il n'y avait aucune préparation militaire. On ne pensait pas que c'était pour aller jusque-là.
En fait, on peut dire que les patriotes se sont plutôt défendus dans cette affaire-là. Le tiers d'entre eux, à peine, possédaient un fusil. Les autres avaient des fourches puis des bâtons. En fait, ce qui est arrivé, les troupes de 37-38, c'est pas grand-chose. C'est que le gouverneur décide d'arrêter Louis-Joseph Papineau, émet un mandat d'arrestation contre Louis-Joseph Papineau et contre la plupart des chefs patriotes. Alors là, l'armée britannique se met à courir après les chefs patriotes. Eux autres se sauvent et leurs partisans décident de les protéger militairement. Alors c'est là qu'il va y avoir des escarmouches. Il faut noter aussi que les escarmouches ont été limitées à la région de Montréal. Montréal était le château fort du Parti patriote. Et il faut dire aussi qu'à Québec, c'était beaucoup plus difficile de faire du trouble puisque c'est là que se trouvait la citadelle et la garnison et le gouverneur lui-même. D'ailleurs, un peu plus tard, Lord Sydenham, qui a été gouverneur par la suite et qui était là à ce moment-là, mais comme officier de l'armée, a dit que les troupes de 37, ça avait été une révolte pitoyable écrasée par un seul régiment. Le jugement n'est pas trop fort. Mais voici ce qui se passe. En mai 1837, comme l'Assemblée est dissoute, comme il n'y a plus de constitution, on n'est plus dans l'illégalité, alors là, on fait des grandes assemblées populaires et on décide de boycotter les produits commerciaux anglais. On adopte exactement la même tactique que les Américains avaient adoptée lors de la guerre d'indépendance. On commence par boycotter les produits anglais. Pourquoi? Parce que c'était essentiellement sur les produits d'importation que les taxes étaient payées. Donc, c'était une manière de couper les fonds au gouverneur. Alors, c'est là qu'on a vu la fameuse image des députés patriotes qui faisaient leur discours habillés en étoffe du pays. Ils étaient habillés comme des paysans, au lieu d'avoir le beau complet qu'ils se achetaient à Londres. Alors, donc, on a vu ça. Alors, c'est aussi l'image classique du patriote, là, que vous avez peut-être déjà vu, la canadienne, la tuque, le fusil, puis la pipe dans la bouche. Alors, c'est un peu ça de quoi avait l'air ces espèces de révolutionnaires amateurs à ce moment-là. Le 25 juillet 1837, Monseigneur Lartigue condamne la sédition. Il émet un mandement plutôt pour condamner. Son argument principal, c'est que même si fondamentalement la cause de la Chambre d'Assemblée est juste, nous ne sommes pas en présence de toutes les conditions requises par la doctrine catholique pour justifier une révolution. Alors, le principe du respect des autorités établies doit s'appliquer. Ce qui manquait surtout pour que la doctrine de la légitime révolte puisse s'appliquer, c'était une chance de succès. Alors, comme il n'y avait aucune chance de succès, faire une révolte, c'était non seulement courir à l'échec, mais c'était créer dans la société des troubles inutiles qui sont toujours prétexte à pécher. Et à ce moment-là, l'Église catholique recommande plutôt de respecter la légalité dans des cas semblables. Pendant ce temps-là, les Anglais décident d'incendier la maison de Papineau à Montréal. Le 6 novembre, il y a les premiers affrontements à Montréal entre le Doric Club et les Fils de la Liberté. Le gouverneur proclame la loi martiale et il demande des renforts militaires qui viennent du Haut-Canada et de la Nouvelle-Écosse. C'est John Colborne qui commande alors l'armée britannique. Le 16 novembre, il y a un mandat d'arrêt émis contre les chefs patriotes, dont Papineau, et Papineau décide de fuir aux États-Unis. Alors ça, c'est sans doute l'aspect le plus lamentable de la carrière de Louis-Joseph Papineau, que lorsque ça a commencé à se battre, à se tirer dessus, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de fuir aux États-Unis. Il semble que Louis-Joseph Papineau a été atteint d'une espèce de neurasthénie au moment où les troupes sont arrivées. Il y a eu une réunion des chefs patriotes à Saint-Denis, et lui qui menait toujours les choses, qui était un grand orateur, qui parlait, qui était très autoritaire, là, il est complètement paralysé. Il dit rien, c'est les autres c'est ses lieutenants qui deviennent les chefs naturels du parti. Papineau est dépassé par les événements. Il ne croyait pas que c'était pour aller à la violence. Alors que c'était prévisible, tout le monde le prévoyait, Étienne Parent le prévoyait, les gouverneurs le prévoyaient depuis longtemps. Là encore, on peut voir que Papineau a manqué de lucidité politique.
Donc, il décide de fuir. Il va réussir à fuir, effectivement. Alors, les Anglais lui courent après et les Patriotes décident de bloquer les troupes anglaises pour protéger la fuite de leur chef. À ce moment-là, il y a une première embuscade. Les Anglais sont pris par surprise et sont battus à Saint-Denis, dans la vallée du Richelieu, près de Montréal. Alors, il y a eu du côté anglais 6 morts, une centaine de blessés. Il faut dire que c'était surtout l'effet de surprise qui a joué, parce que les Patriotes étaient très mal armés. Alors là, les Anglais se reprennent et battent les Patriotes à Saint-Charles, toujours dans la vallée du Richelieu. Et les Patriotes sont alors dirigés par Brown. Ce qui est curieux, c'est que les chefs militaires, entre guillemets, des Patriotes à ce moment-là, ont été des Anglais. C'était Wilfred Nelson à Saint-Denis et T.S. Brown à Saint-Charles. À Saint-Eustache, cependant, ça va être un Canadien français. Mais ça montre encore que le clivage n'était pas uniquement un clivage ethnique là, entre Anglais d'un bord et Français de l'autre. Et finalement, la plus grande bataille a eu lieu à Saint-Eustache, où Jean-Olivier Chénier pouvait disposer de 200 hommes, très mal armés, qui devaient affronter les 1200 soldats, bien équipés, bien entraînés, de Colborne. La bataille n'a pas été très très longue. Elle a quand même été assez héroïque. Les Patriotes se sont réfugiés dans l'église. L'église a été bombardée. On a mis le feu au toit. Et finalement, ils ont été obligés de se rendre. Chénier lui-même est mort à ce moment-là. Si vous passez par Saint-Eustache et vous arrêterez devant l'église, on voit encore sur la façade les balles de la bataille de 37. Parce que l'église avait brûlé, mais la façade était restée et on a reconstruit la nouvelle église en gardant la façade initiale. Alors donc là, on est rendu à la fin de novembre, là, les choses se calment, c'est l'hiver. Au Canada, tout se calme l'hiver, surtout à cette époque-là. En février 1838, Colborne est nommé gouverneur. Pendant ce temps-là, il y avait eu également un soulèvement réformiste dans le Haut-Canada. Comme les troupes du Haut-Canada avaient été appelées dans le Bas-Canada, Mackenzie en a profité pour tenter une prise de pouvoir à Toronto, mais il n'a pas réussi. Il a été arrêté par les loyalistes anglais, des civils, tout simplement. C'était une bataille entre civils, et les réformistes vont la perdre. Par la suite, il y a 20 réformistes du Haut-Canada qui vont être exécutés. Ici, dans le Bas-Canada, il va y en avoir seulement 12. Alors donc, c'est pour vous dire que ça a brassé aussi fort dans le Haut-Canada que dans le Bas-Canada. Le 10 février, Londres suspend la Constitution du Bas-Canada et nomme un nouveau gouverneur du nom de Lord Durham. Celui-ci vient au pays pour enquêter sur la situation et trouver une solution définitive. Lord Durham était un jeune politicien anglais dont la carrière était en pleine montée. C'était un radical Whig. Il appartenait au parti Whig, le parti libéral, mais il était de l'aile gauche de ce parti libéral. Alors là, les Canadiens se sont dit, hey, on nous envoie quelqu'un, un très grand libéral, c'est excellent, il va nous donner raison. Et quand il est arrivé, tout le monde l'a applaudi, tout le monde s'est mis à ses genoux pour obtenir justice. Louis-Joseph Papineau lui-même lui a écrit à partir des États-Unis pour lui proposer un nouveau projet de constitution pour le Bas-Canada, espérant bien que ce grand libéral de Durham était pour l'appliquer. Et effectivement, au début, Durham donne des signes assez intéressants de volonté de conciliation. Il commence par proclamer une amnistie de tous ceux qui avaient été arrêtés. Il a été obligé de s'en tenir là parce que les Anglais l'ont dénoncé à Londres et il a été immédiatement rappelé. Alors, habituellement, quand il y avait un gouverneur qui était un peu trop favorable aux Canadiens, les Anglais le dénonçaient à Londres et habituellement, il était rappelé. C'était pas la première fois que ça se faisait. Il faut dire aussi une chose, c'est que Durham a été également victime de règlements de compte politiques à Londres même. C'est que à l'intérieur du parti Whig, du parti libéral, l'aile plus modérée qui était dirigée par Melbourne était le premier ministre à ce moment-là, il se sentait menacé par l'aile radicale. Et Durham avait des ambitions. Il avait vraiment l'ambition de devenir premier ministre de l'Angleterre et il aurait probablement réussi s'il n'était pas mort aussi jeune. Vraiment, là, sa popularité était croissante. Alors, ce qui est arrivé, c'est que en Angleterre,
le Parti conservateur et l'aile modérée du Parti libéral ont finalement obtenu son limogeage. Pendant ce temps-là, les patriotes sont réfugiés aux États-Unis et le 28 février, ils font une solennelle déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Alors, ça avait certainement autant d'influence que si moi, ici, aujourd'hui, je proclamais que le pape devait récupérer ses États injustement spoliés par l'Italie en 1869. C'était très, très théorique. Les États-Unis, d'ailleurs, n'ont pas reconnu cette proclamation d'indépendance. Les naïfs patriotes s'imaginaient pouvoir compter sur les bons libéraux américains quand on est arrivé sur le terrain de la réelle politique. Il n'en était pas ainsi. Mais, en novembre, l'organisation armée des patriotes, qui s'appelle maintenant les Frères Chasseurs, qui avait été mis sur pied par les patriotes aux États-Unis, décide d'envahir le Bas-Canada. Il y a eu une petite bataille dans le bout de la colle. Je ne sais pas si vous connaissez la colle, c'est le poste frontière entre le Québec et les États-Unis. Il y a eu 3 ou 4 coups de feu qui se sont tirés là. Dès que les frères chasseurs ont vu arriver les troupes britanniques, ils ont levé les pattes assez rapidement. Mais cette deuxième tentative de soulèvement a donné au gouverneur Colborne le prétexte pour se livrer cette fois-ci à une répression sauvage. Le gouverneur Colborne avait été plutôt modéré dans la répression en 1937, mais là, en 1938, comme on remettait ça, il n'était pas question de lésiner, et il a ravagé 10 paroisses, tous les villages ont été brûlés. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été arrêtées, 12 patriotes vont être pendus, enfin des milliers, je m'excuse, c'était plutôt des centaines d'arrestations. 12 patriotes vont être pendus, 66 vont être déportés. Notons cependant qu'il n'y a pas eu de la part des troupes britanniques ni meurtre ni viol à ce moment-là. On s'attaquait aux biens, mais on laissait les personnes tranquilles. De telle sorte qu'il y a eu quand même une certaine modération dans la répression. Il ne faut pas noircir les Anglais plus qu'il ne le faut, là. Ils ne se sont quand même pas comportés au Canada de la manière dont ils se comportaient, par exemple, aux Indes ou en Irlande. Mais n'empêche que c'était quand même pas très, très gentil. Bilan global, il y a eu environ 110 personnes qui ont perdu la vie à la suite des troupes de 37-38. Sur le plan militaire et politique, ce fut pour les Canadiens français une catastrophe. Pendant ce temps-là, notre cher Lord Durham revenait en Angleterre. Alors là, il a publié dans les journaux anglais un rapport, le célèbre rapport Durham, qui avait surtout pour but, il faut bien dire, non pas de régler le problème politique du Canada, mais plutôt de rétablir le prestige politique de Durham lui-même à Londres. Or, finalement, il voulait se justifier de sa mission. Mais n'empêche que le rapport était très intéressant. Il condamnait d'abord l'oligarchie, la clique du château. Alors, son jugement était très sévère contre le petit groupe politique qui avait gouverné le Bas-Canada depuis une 50aine d'années. Il attribue cependant un caractère racial au conflit dans le Bas-Canada. Pour lui, dans le Haut-Canada, c'est un conflit politique, classique, si on veut, entre une chambre libérale et un gouverneur plus conservateur. Même chose dans les provinces maritimes, mais dans le Bas-Canada, le conflit politique se double d'un conflit ethnique. C'est comme ça qu'il le voit. La solution qu'il préconise, c'est la fédération de toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord, qu'on va finalement avoir en 1867. Mais si on ne peut pas avoir tout de suite la fédération, il faudrait soit diviser le Bas-Canada en plusieurs provinces. À ce moment-là, Montréal aurait été séparé du Bas-Canada, donc les Anglais auraient eu la majorité là. Les cantons de l'Est auraient été séparés, les Anglais auraient eu la majorité là. Alors c'est la stratégie partitionniste que l'on discute encore dans certains milieux anglo-québécois aujourd'hui, dans l'éventualité de l'indépendance du Québec. Alors vous voyez que rien de nouveau sous le soleil. Mais si on ne pouvait pas faire ça, une autre solution, c'était d'unir les deux Canadas en leur donnant une représentation égale, de telle sorte que les Canadiens français seraient minoritaires à la Chambre. La bonne vieille solution préconisée par Sewell en 1810,
reprise avec le projet d'union en 1822. Mais Durham considère que la solution sera définitive seulement le jour où les Canadiens français seront assimilés. Et il veut assimiler ce peuple sans histoire et sans littérature, dit-il, pour leur plus grand bien. Alors je vous cite un extrait du rapport Durham. On ne peut concevoir de nationalité plus dénuée de tout ce qui peut donner de la vigueur et de l'élévation à un peuple que la nationalité de ses descendants de Français du Bas-Canada. Ils sont un peuple sans histoire ni littérature. C'est pour les faire sortir de cette infériorité économique que je désire donner aux Canadiens notre caractère anglais. C'est donc pour notre bien qu'il veut nous assimiler. Le premier et ferme dessein du gouvernement britannique, qui doit être à l'avenir d'établir dans cette province une population anglaise, et de n'en confier le gouvernement qu'à une législature décidément anglaise. La question est de savoir laquelle des deux races est appelée à dominer le continent. Si l'intérieur du pays doit appartenir infailliblement et avant longtemps à une population anglaise, serait-il juste de lui fermer l'accès de la mer et de paralyser son développement par l'obstacle artificiel de loi d'une civilisation arriérée? Alors donc, comme les Anglais contrôlent tout l'intérieur du continent, on n'est pas pour laisser Montréal puis Québec, qui sont les ports d'accès à la mer, entre les mains de ces Français catholiques arriérés. Alors, on voit là un curieux mélange idéologique, le racisme anglo-saxon le plus pur, mélangé à un angélisme libéral de type victorien. Alors, c'est ça, l'Angleterre victorienne. Soumettez-vous à la botte anglaise pour votre plus grand bien. En fait, le libéralisme anglais, c'est quoi? C'est la liberté du plus fort. Et la liberté surtout du plus fort sur le plan économique. Mais finalement, notre bon Lord Durham meurt en 1840 et il ne verra pas la suite de l'histoire. C'est curieux parce que Durham est présenté comme un méchant personnage dans nos livres, comme un monstre dans les livres d'histoire canadiens-français, mais il est présenté comme un héros dans les livres d'histoire canadiens-anglais. Bon, on peut peut-être comprendre, les Canadiens anglais auraient bien aimé qu'on disparaisse. Mais comment se fait-il que Lord Durham est présenté également comme un héros dans les livres d'histoire britanniques? C'est qu'en fait, Lord Durham a joué un rôle très important dans la modification de l'Empire britannique. L'Empire britannique va devenir le Commonwealth britannique. C'est-à-dire que l'Angleterre va accorder à ses colonies, une autonomie intérieure, tout en les gardant dans le lien impérial. Ce qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas de nouveau 1776. Contrairement à la France a perdu son empire à la suite d'une série de guerres, de conflits, et a gardé habituellement des très mauvais liens avec ses anciennes colonies. Ce n'est pas le cas d'Angleterre. L'indépendance des colonies britanniques va se faire de manière pacifique, et aujourd'hui, les anciennes colonies britanniques sont très heureux de saluer Sa Majesté lors des réunions du Commonwealth. Eh bien ça, on le doit beaucoup à Lord Durham, qui a modernisé, si on veut, la politique impériale, la politique coloniale de l'Angleterre. C'est dans ce sens-là que Durham est perçu comme un grand libéral anglais par les historiens britanniques. Mais finalement, le rapport Durham n'a pas joué un rôle réel. Les décisions qui vont être appliquées au Canada avaient déjà été prises avant même qu'on envoie Lord Durham ici. Le Colonial Office avait décidé de retenir la solution suivante, c'est-à-dire d'unir les deux Canadas, d'accorder une représentation égale aux deux provinces, ce qui revenait à minoriser politiquement les Canadiens français, d'instituer l'anglais comme seule langue officielle, donc recul par rapport à l'Acte de Québec de 1774, décider de fusionner la dette. Alors ça, c'est un des aspects les plus sombres de l'Acte d'Union de 1840, c'est que le gouvernement du Haut-Canada était beaucoup plus endetté que le gouvernement du Bas-Canada. Parce que la Chambre avait tellement bloqué le budget au gouverneur que finalement, on ne dépensait pas grand-chose dans le Bas-Canada. Mais dans le Haut-Canada, on avait dépensé beaucoup, on s'était endetté beaucoup pour créer tout un réseau de canaux, toute une infrastructure qui va permettre l'industrialisation de l'Ontario.
Alors, quand on a uni les deux Canada, on a décidé de fusionner la dette. Donc, ça veut dire que les Canadiens français ont payé le développement des infrastructures du Canada anglais. Alors, il y avait un intérêt financier très net derrière ça. Londres va cependant consulter le Parlement du Haut-Canada avant de faire l'union. On va lui demander s'il était d'accord, mais ne consultera pas le Parlement du Bas-Canada. En fait, à cette époque, l'acte d'union, qui va être adopté en 1840, a été perçu comme une espèce de punition du Bas-Canada pour le soulèvement de 37-38. Conclusion. Il faut porter un jugement nuancé sur les patriotes de 1837 et sur tous ces événements. À la fin du 19e siècle, Louis-Joseph Papineau a été très très noirci. Il a été noirci à cause de son anticléricalisme par les catholiques. Il a été noirci à cause de son anti-impérialisme par les bons loyalistes britanniques. Il a été noirci aussi parce que on constatait bien que le soulèvement qu'il avait fait avec un échec et que ça avait mené à l'union. Il a également été noirci parce qu'il a mené une lutte contre Louis-Hippolyte Lafontaine dans les années 40-50. Alors derrière ça, il y a la lutte entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Les libéraux étaient pour Papineau, les conservateurs étaient contre. Alors c'est un peu comme ça qu'on voyait Papineau à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Papineau est complètement adulé. Il est adulé parce qu'il était pour l'indépendance du Bas-Canada, ou du moins on prétend qu'il l'était. Il ne l'était pas réellement. Alors donc, on peut voir que les péquistes, par exemple, vont se réclamer de Louis-Joseph Papineau. Il est admiré pour son démocratisme, c'était un grand libéral, un grand démocrate. Et mais ça c'est plus récemment, il est admiré à cause du caractère multiethnique de son parti. Évidemment, comme le Parti québécois. On veut faire l'indépendance d'un territoire et non pas l'indépendance d'une nation. C'est exactement ce que Papineau voulait. Il voulait l'indépendance ou du moins une forte autonomie pour le Bas-Canada. Il ne voulait pas nécessairement que ce soit les Canadiens français qui mènent à l'intérieur du Bas-Canada. Il voulait la justice pour tout le monde. Comme un bon libéral, un bon social-démocrate indépendantiste aujourd'hui. Curieusement, c'est Lionel Groulx qui a commencé à réhabiliter Louis-Joseph Papineau au 20e siècle. Alors, lui a porté un jugement moins sévère sur Papineau, nous invitant à mieux comprendre, à mieux considérer le contexte de l'époque. Bon, maintenant, voici le jugement que moi je porte sur toute cette affaire. Je pense que l'échec du soulèvement de 1837, globalement, a été une bonne chose, à cause de l'esprit révolutionnaire et anticlérical qui anime le Parti patriote à partir de 1830. Le Parti patriote était plus démocratique que nationaliste. On peut le voir par le sens du drapeau patriote, le tricolore, la composition même du patriote, la déclaration d'indépendance de 1838 qui accordait des droits égaux aux Canadiens, aux Anglais, aux Indiens. Ça ressemble beaucoup à la déclaration des droits de l'homme. C'était un discours politique et social plutôt qu'un discours nationaliste. Et finalement, il y a eu la dérive annexionniste de Papineau par la suite. Alors, si le Bas-Canada avait été indépendant, dirigé par Papineau, qu'est-ce qu'il nous dit? Que quelques années après, il n'aurait pas décidé d'en faire un État américain. En réalité, il faut être réaliste, le Bas-Canada n'aurait pas pu être indépendant dans les années 1830. Si on sortait de l'Empire britannique, on était pour tomber dans la République américaine. À moins que on soit redevenu colonie française. Ça aurait peut-être été la seule solution, que la République du Bas-Canada redevienne une espèce de protectorat français. Mais encore aurait-il fallu que la France ait à ce moment-là une politique américaine, ce qui est peut-être pas, ce qui est peu probable à ce moment-là. Mais ça aurait peut-être été la seule manière de nous protéger de l'impérialisme américain que d'avoir la protection de la France si on n'avait pas celle de l'Angleterre. Papineau avait des tendances dictatoriales nettes et on peut penser que les patriotes du Bas-Canada se seraient probablement comportés comme les révolutionnaires américains ou les révolutionnaires d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'ils auraient essentiellement profité de l'indépendance pour s'enrichir. Finalement, Monseigneur de Lartigue a eu raison de condamner l'insurrection.
tout en reconnaissant que les revendications fondamentales des Canadiens étaient justifiées. Alors pourquoi je condamne le soulèvement de 1937? C'est pour une raison fondamentalement idéologique. C'est qu'à mon avis, le nationalisme et le libéralisme sont inconciliables. Un nationalisme libéral, tel que le préconisait Louis-Joseph Papineau, était en fait un antinationalisme. Et son évolution subséquente vers l'annexionnisme américain était une conclusion logique de son idéologie libérale. Alors pour moi, celui qui représente le mieux à ce moment-là les intérêts de la nation canadienne-française, c'est l'évêque de Montréal, Monseigneur Lartigue, qui lui associe le nationalisme au catholicisme. Cependant, il faut être indulgent pour les patriotes qui méritent nos sympathies à certains égards. D'abord, ils se sont battus pour que notre nationalité ait plus d'autonomie politique. Comme nous sommes un peuple conquis, c'était nécessaire. Ils étaient anti-anglais, ce qui n'est pas pour déclarer à première vue. Mais en fait, ces pauvres patriotes ont été les victimes de chefs inconscients. N'oublions pas non plus que fondamentalement, la violence de 1837 a été provoquée par les Anglais. Celui qui est à blâmer dans tout ça, c'est Louis-Joseph Papineau. Il est à blâmer pour son idéologie libérale, pour son anticléricalisme, pour sa grande naïveté politique, pour sa fuite de 1837 et aussi pour sa trahison de 1848. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine conférence sur l'époque de l'Union. Du côté des Anglais, est-ce qu'on peut dire que les Anglais ont été méchants, ont été injustes? Non. Soyons réalistes, les Anglais ont tout simplement pratiqué une politique anglaise, une politique favorable aux Anglais. Quand on parle du sens de la justice et du droit anglais, n'oublions pas que le droit anglais, c'est le droit des Anglais. Quant au fair play britannique, vous en parlerez aux Indiens, aux Irlandais, ils pourront vous en dire davantage. Je ne pense pas que Lord Durham soit à blâmer, lui non plus. En fait, Maurice Séguin disait ceci, il disait « Après avoir acculé à la banqueroute le Haut-Canada et paralysé la colonisation britannique dans le Bas-Canada, les Canadiens français espèrent que Durham viendra confirmer leur séparatisme en confiant le Bas-Canada à une administration canadienne-française libérale qui traiterait bien la minorité anglaise. » Alors, c'était naïf de la part des patriotes de s'imaginer que les Anglais avaient conquis le Canada en 1760 pour le redonner aux Français, aux Canadiens français, en 1837. Finalement, la minorisation politique des Canadiens français était la seule issue possible pour réparer l'erreur anglaise de 1791. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est pas comment ça se fait que les Anglais ont uni les deux Canada en 1840. C'est plutôt comment ça se fait qu'ils ont fait l'erreur de les diviser en 1791. Mais les Anglais ont une supériorité telle, une supériorité militaire, économique, qu'ils ont beau faire le plus d'erreurs possible, ils finissent toujours par l'emporter pareil. Il y a eu à ce moment-là un certain découragement des nationalistes canadiens-français. Ce découragement a été bien exprimé par Étienne Parent dans le journal Le Canadien en 1839, et je vais terminer sur une citation. Il y en avait, et nous étions de ce nombre, qui pensaient qu'avec l'appui et la faveur de l'Angleterre, les Canadiens français pouvaient se flatter de conserver leur nationalité de manière à pouvoir par la suite former une nation indépendante. Avec la connaissance des dispositions de l'Angleterre, ce serait pour les Canadiens français le comble de l'aveuglement et de la folie que de s'obstiner à demeurer un peuple à part sur cette partie du continent. Le destin a parlé. Il s'agit aujourd'hui de poser les fondements de grands édifices sociaux sur les bords du Saint-Laurent, de composer avec tous les éléments sociaux épars sur les rives de ce grand fleuve une grande et puissante nation. Pour l'accomplissement d'une pareille œuvre, toutes les affections sectionnaires doivent se taire, et tous doivent être prêts à faire les sacrifices nécessaires. De tous les éléments sociaux dont nous venons de parler, il faut choisir le plus vivace, et les autres devront s'incorporer à lui par l'assimilation. En un mot, Étienne Parent dit, c'est fini, il faut qu'on s'assimile. Il est clair que ce pays-là va être anglais, il est appelé un grand avenir, alors plutôt que d'empêcher ce développement, plutôt que d'être mis à l'écart de ce développement,
Joignons-nous au plus fort, devenons anglais et formons une grande nation britannique en Amérique du Nord. C'est ce qu'il écrivait en 1839, c'est un peu le sentiment partagé par les Canadiens français à ce moment-là. Parent va rapidement sortir de sa torpeur et, comme toute la nation canadienne-française d'ailleurs, même si on croyait que l'acte d'union était pour marquer la mort de notre nationalité, on verra en fait que l'acte d'union va constituer le décollage politique de notre nationalité et un certain âge d'or dans le développement de la société canadienne-française. Ce développement, ce sauvetage inespéré de la nation canadienne-française va être l'œuvre de deux hommes, Louis-Hippolyte Lafontaine sur le plan politique et Monseigneur Bourget sur le plan religieux, ce dont je vais vous parler à la prochaine conférence.